Je vais vous lire le fameux chapitre du livre de Sakharov. Chapitre 7. Les libertés intellectuelles en péril. L'indépendance et la valeur de la personnalité humaine, le sens même de la vie humaine, sont menacés. Rien ne met en péril la liberté de la personne et de la vie humaine autant que la guerre, la misère et le règne de la terreur. Mais il existe aussi des dangers indirects et à peine moins immédiats. L'un de ces dangers n'est autre que l'abrutissement des hommes, la masse anonyme, pour reprendre la formule cynique des sociologues bourgeois, par la culture de masse qui, de propos délibérés ou pour des raisons commerciales, avilit le niveau intellectuel de ses consommateurs, hisse l'amusement ou l'utilitarisme au rang de valeur essentielle, et se trouve soumise à une censure rigide. L'enseignement nous fournit un exemple du même genre, un système d'éducation placé sous l'autorité directe du gouvernement, la séparation de l'Église et de l'État, la gratuité complète des études, autant de facteurs du progrès social, mais toute médaille a un revers. C'est en l'occurrence la standardisation de l'enseignement, appliquée au processus d'apprentissage des connaissances lui-même, au programme d'études, surtout en ce qui concerne la littérature, l'histoire, l'instruction civique, la géographie et au système des examens. Un conformisme excessif est source de dangers graves, tout comme le fait d'entraver la liberté de discussion et l'essor intellectuel, plus particulièrement quand il s'agit de jeunes arrivant à l'âge où les convictions personnelles commencent à se former. En Chine ancienne, le système d'examen destiné à ouvrir l'accès aux charges administratives engendra une sclérose mentale et la sanctification des aspects réactionnaires du confucianisme. Il faut ardemment souhaiter que les sociétés modernes échappent à semblable destin. La technologie moderne et la psychologie des masses font apparaître sans cesse des possibilités nouvelles en ce qui concerne la manipulation des conduites, des aspirations et des croyances humaines. Il ne s'agit pas seulement de la manipulation par l'information, fondée sur les théories de la publicité et de la psychologie des masses, mais aussi de procédés techniques dont la presse étrangère discute très largement les applications. Citons la régulation des naissances et l'action sur les processus psychiques à l'aide de substances biochimiques, ainsi que la surveillance de ces processus au moyen de matériel électronique. Je ne pense nullement qu'il faille laisser de côté ces méthodes nouvelles ou interdire les progrès de la science et de la technologie. Mais il est nécessaire de prendre nettement conscience du terrible danger qui menace les valeurs fondamentales et le sens même de la vie humaine. Danger que peut susciter un mauvais usage, tant des procédés techniques et biochimiques que des méthodes de la psychologie des masses. L'homme ne saurait être transformé en poulet ou en rat, comme dans cette expérience bien connue d'euphorie provoquée électriquement après insertion d'électrodes dans la région cérébrale. D'ailleurs, sur ce point-là, créer un stimuli d'euphorie afin d'aller dans le sens voulu par les programmeurs. Ce n'est pas tout à fait quitter ce terrain que de rappeler les problèmes posés par l'emploi toujours accru de tranquillisants et d'antidépresseurs, de stupéfiants en vente libre ou non, etc. Autre danger qu'il convient de signaler à la suite de Norbert Weiner, à savoir le fait que les machines cybernétiques obéissent à des normes étrangères, à celles qui régissent les conduites humaines. Les pouvoirs inouïs, et d'un exercice si tentateur que l'humanité divisée, ou bien pis, un groupe d'hommes déterminés, devra aux sages avis de ses conseillers futurs, les automates à pensée artificielle. Là, on est dans les années 60. Les automates à pensée artificielle risquent de la faire basculer dans un piège sinistre, comme Weiner l'a souligné dans son livre sur le sujet. En effet, Weiner, W-I-E-N-E-R, en effet, ces machines pourront être amenées à donner des avis insidieux à l'extrême. Et, loin de répondre à des problèmes concernant les hommes, s'attacher à résoudre des questions parfaitement abstraites, telles qu'elles auront été transformées à l'intérieur du cerveau artificiel, sans qu'aucune prévision soit possible. Revenons maintenant au danger immédiat, à la nécessité de la liberté intellectuelle, seule capable de permettre à la population dans son ensemble et à l'intelligentsia d'exercer un droit de regard et de juger les décisions et les intentions des cercles dirigeants.
Marx disait un jour que l'illusion selon laquelle les maîtres en savent plus long et seuls les milieux dirigeants versés dans l'administration des choses peuvent porter un jugement était propre à des fonctionnaires tout disposés à confondre bien public et pouvoir d'État. Marx et Lénine ont tous deux mis en relief la nocivité des méthodes bureaucratiques, contrairement au système démocratique dont ils sont la négation. Et Lénine aimait à dire que toute cuisinière devrait apprendre un jour l'art de gouverner. De nos jours, la diversité et la complexité des phénomènes sociaux et les périls menaçant le genre humain sont infiniment plus grands qu'ils ne l'étaient jadis, et il est donc d'une importance suprême que les hommes ne se trouvent plus exposés aux conséquences d'erreurs dogmatiques et volontaristes inévitables dès lors que tous les pouvoirs de décision reviennent à quelques conseillers secrets qui n'ont pas le moindre souci du réel. Rien d'étonnant si le problème de la censure, au sens le plus large du terme, a été l'un des pivots de la lutte idéologique au cours de ces toutes dernières années. Lewis Coser, sociologue américain et homme de progrès. Il serait absurde de voir dans les démêlés de nombreux écrivains d'avant-garde, avec la censure, la cause unique de leur rupture avec la réalité. Mais on pourrait soutenir à bon droit que ces batailles n'y ont pas peu contribué. À leurs yeux, le censeur est devenu le symbole même de l'esprit philistin, de l'hypocrisie et de la mesquinerie de la société bourgeoise. Aux États-Unis, plus d'un de ces auteurs, tout d'abord indifférent à la politique, s'est mué en homme de gauche, parce que la gauche menait contre la censure. Le plus résolu des combats, l'alliance étroite de l'avant-garde artistique avec l'avant-garde politique et de l'extrémisme social est imputable, au moins en partie, au fait qu'il se confondait dans l'esprit de beaucoup avec une lutte unique pour la liberté et contre toutes les formes de répression. Je cite d'après un article d'Egon Kohn, publié en janvier 1968 dans Novaimar, qui ne connaît l'appel pathétique à l'argumentation serrée du grand écrivain Solzhenitsyn contre la censure. Comme lui, Vladimov, Svirsky et d'autres écrivains ont montré avec toute la clarté désirable comment une censure incompétente détruit les forces vives de la littérature soviétique. Il en va de même, bien entendu, pour toutes les manifestations de la pensée. C'est là une cause de stagnation et de stéréotypie qui étouffe les idées neuves et profondes. Ça, c'est de la philosophie, ça. En définitive, des idées de ce genre ne peuvent jaillir que grâce à la discussion, face à la contradiction. Si la possibilité d'exprimer non seulement des idées confirmées, mais aussi des idées sujettes à caution est réellement ouverte. Cela, les philosophes de la Grèce antique le savaient déjà, et rares sont de nos jours ceux qui nourrissent le moindre doute à cet égard. Et pourtant, après 50 ans de domination totale sur la vie intellectuelle de toute une nation, nos dirigeants paraissent redouter la plus petite allusion à ce problème. Venons-en maintenant à certaines tendances proprement insupportables qui se sont affirmées ces dernières années. Nous ne ferons état que de quelques exemples isolés, sans chercher à tracer un tableau d'ensemble. La censure mutilante de la littérature et des études politiques a connu en Union soviétique un considérable regain de vigueur. Des œuvres remarquables doivent rester au fond des tiroirs, au nombre desquels il faut citer certains des plus beaux textes de Solzhenitsyn, Soljenitsyn, texte d'une perfection et d'une élévation morale peu commune, jointe à d'admirables méditations sur l'art et la philosophie. N'est-ce pas une infamie ? Le décret pris récemment par le Soviet suprême de la République de Russie, amendant le code pénal et qui constitue une violation flagrante des droits de citoyens garantis par la Constitution de l'URSS, a soulevé une vague d'indignation. Ce décret rangeait les actes de protestation des écrivains au nombre des délits visés à l'article 190 du Code pénal réprimant la non-dénonciation de crimes, condamnés par l'opinion publique progressiste d'Union soviétique comme de l'étranger.
De Louis Aragon à Graham Greene, le procès de Signavski et de Daniel n'a pas encore fait l'objet de comptes rendus dans notre presse. Les deux écrivains croupissent dans un camp où ils sont soumis à un régime rigoureux et à de multiples brimades, en particulier Daniel. La plupart des prisonniers politiques sont actuellement détenus dans un groupe de camps situé sur le territoire de la République des Morves, où l'on compte environ 50 000 internés au total, y compris les criminels de droit commun. Selon les nouvelles qui parvenaient à filtrer, le régime de ces camps se faisait de plus en plus sévère. Le personnel mis en place à l'époque de Staline joue un rôle croissant dans leur administration. En toute équité, il faut ajouter que tout dernièrement, une certaine amélioration a pu y être constatée. Espérons que cette heureuse évolution va se poursuivre. Le rétablissement du principe léniniste exigeant que les lieux de détention soient soumis à un contrôle public sera assurément souhaitable. Une mesure tout aussi importante serait la proclamation d'une amnistie générale des condamnés politiques et non par l'amnistie seulement partielle qui vient d'être accordée à l'occasion du 50e anniversaire de la Révolution d'octobre et dont le clan droitier a réussi à restreindre la portée après sa victoire provisoire au sein de l'équipe gouvernementale. Il faudrait aussi réviser tous les procès politiques qui suscitent encore des doutes au sein de l'opinion publique progressiste.